Bienvenue sur Shadow Manoir. N'hésite pas de t'abonner, et de profiter de l'histoire. Il fait nuit dehors, mais nous entendons tous un bébé pleurer. L'homme dans la maison, entouré de toutes sortes de gadgets, ne comprend pas d'où provient un tel son. Un bébé qui pleure, mais il prend sa hache sur le mur et décide d'aller vérifier, car il pense qu'un rat a peut-être pénétré à l'intérieur. Il veut y aller et vérifier parce qu'il croit que quelqu'un est venu pour une raison, mais pour venir nettoyer sa maison. Il a l'intention d'être sérieux, car l'homme est un chasseur. Il a aussi pensé que quelqu'un qui avait évité tous les pièges placés autour de sa maison et avait caché sa présence ne devait sûrement pas être une créature ordinaire ou un être humain. Mais il n'est pas si facile de tromper les oreilles d'un chasseur. Il serait en contact avec la bête si rapidement qu'elle n'aurait même pas le temps de l'attaquer. Mais dès que le chasseur s'est précipité dans sa garage, sa hache à la main, il n'a vu personne. Il a cru avoir fait une erreur. Il a même pensé qu'il était devenu un peu fou avec la nouvelle que lui et sa femme ne pouvaient pas avoir de bébé. N'était-ce pas pour cela qu'il imaginait des choses. Mais quand il a regardé devant lui, il a remarqué qu'il y avait un petit enfant dans le tas de foin. Le chasseur a été très surpris et l'a immédiatement pris dans ses bras. Il ne pouvait pas y croire. Il était si heureux, il avait tellement apprécié le moment qu'il n'avait même pas remarqué que sa femme était entrée. Elle a demandé à son mari Vincent ce qui s'était passé pour la déranger au milieu de la nuit. Il a demandé à sa femme ce qui était arrivé pour que sa chère Alina se soit réveillée. Mais elle est immédiatement allée vers lui et a demandé ce qu'il avait dans ses bras. Était-ce vraiment un bébé? Vincent ne savait pas quoi répondre. Il courait d'un côté à l'autre. Il ne comprenait pas ce qui se passait, mais il avait repris ses esprits et a décidé de dire que ce devait être le bébé de lui et de sa femme. Nous avons sous les yeux l'histoire que, ce jour-là, quelque chose de très semblable à de la magie s'était produit. Car après qu'il eut ouvert les yeux et agité les mains, le vent s'était mis à souffler de quelque part et les nuages ont commencé à se rassembler. Bientôt, la pluie s'est mise à tomber, puis une étincelle s'est déversée sur la terre complètement sèche, et les villageois ont chanté un chant de bonheur. C'est lui qui protégeait le village du danger, et c'est grâce à lui et à son pouvoir mystique que le village a trouvé la paix et la tranquillité. Plus soif d'eau ou d'or. Mais cet homme ne pouvait s'arrêter d'apprendre. Pour les villageois et les gens, ils pensaient que sa capacité était mystique et l'appelaient un magicien. Nous sommes de nouveau transportés au présent, où notre héros est interrogé, que fait-il? Est-ce qu'il lit un livre? Devant notre visage, nous voyons notre petit garçon aux cheveux blancs, qui s'appelle Aran Chaillon, qui vient récemment d'avoir 12 ans. Et puis nous voyons son père vieillissant, Erian Vincent, qui avait depuis longtemps 30 ans. Il était content que son fils ait fini avec les arbres si rapidement, alors il voulait rentrer à la maison pour manger avec lui. Il l'a fait tournoyer comme s'il jouait pour la dernière fois. Notre héros a demandé à son père ce qu'il devait faire pour créer de la magie à la maison. Vincent était déconcerté en entendant cela. Avait-il vraiment apporté un tel livre à son fils? Mais Vincent a décidé de poser des questions à son fils aussi. Qu'est-ce que la magie vraiment? Parce que la magie peut aussi être appelée quelque chose qui peut vaincre un ours avec une seule flèche ou abattre un arbre d'un coup de hache. Il a demandé si c'était ça, la magie. Le père et le fils marchaient le long de la route quand ils ont été rencontrés par des enfants. Ils se demandaient pourquoi notre héros restait à la maison toute la journée à lire des livres au lieu de sortir se promener avec eux. Ils se demandaient s'il savait vraiment lire et pourquoi il avait encore apporté un livre si épais. Ils ont même dit que notre héros ne ressemblait pas à son père, car il était très frêle, et même qu'il avait été ramassé et que ses vieux parents l'avaient abandonné, car Chaillon était très étrange. Tout cela a été entendu par Vincent, qui n'a certainement pas aimé tout cela. Il était très en colère parce que des petits enfants osaient insulter son fils. Mais après avoir regardé son fils, qui brûlait de bonheur en disant simplement que de telles opportunités dans la magie sont simplement quelque chose, parce qu'abattre un arbre d'un seul coup, c'est juste un miracle, Vincent s'est immédiatement calmé et a dit à notre héros que, puisqu'il l'avait aidé, c'est pourquoi demain, ils iraient ensemble à la ville et achèteraient beaucoup de fruits préférés. Notre héros est heureux, mais Vincent se demandait pourquoi il était un père si bon à rien. Mais il savait que personne ne peut dire que notre héros n'est pas son vrai fils. Mais notre héros rêvait d'une chose, apprendre la magie. Nos héros étaient déjà allés en charrette dans une ville de la province de Toria Creus. Notre héros était très heureux parce qu'il voyait la ville pour la première fois. Il avait vu toutes les vitrines et les gens joyeux. Ils achetaient des vêtements, mangeaient et riaient. Mais son père l'a distrait et lui a dit qu'il devait l'attendre à la boutique de grand-père Martin. Donc, jusqu'à ce qu'il ait fini ses affaires, il ne devait pas bouger de sa place. Il avait dit cela à notre héros au cas où, car il ne devait pas aller dans les ruelles arrière ou rencontrer des aristocrates. Vincent comprenait que notre héros lui avait toujours obéi, mais il devait encore s'inquiéter dans une ville comme celle-ci. Vincent est parti sur le chariot,
et notre héros est resté pour écrire les prix des fruits sur les côtés. Son grand-père l'a félicité, car il avait en effet très bien écrit. Il a aussi exprimé sa gratitude, car il était très difficile pour grand-père de travailler seul ces jours-ci. Notre héros était très heureux d'avoir une telle compagnie, alors il a dit qu'il était content d'aider. Grand-père le regardait et ne pouvait qu'admirer, car notre héros était en effet très intelligent, mais son petit-fils Martin ne fait que s'attirer des ennuis. Ensuite, notre héros a demandé à son grand-père s'il savait quelque chose sur la magie. Mais grand-père ne lui a pas répondu, pensant que notre héros lui avait proposé quelque chose à manger. Grand-père riait, et notre héros essayait d'expliquer ce qu'il voulait. Notre héros a crié et a dit ce qu'il devait faire pour utiliser la magie. Grand-père a compris ce que notre héros voulait, mais il ne savait presque rien sur la magie. Mais, en pointant l'allée, il a dit que dans l'un des magasins, il y avait beaucoup de livres sur la magie. Grand-père lui a demandé s'il voulait y aller, car il y avait beaucoup de livres à regarder. Notre héros n'a même pas demandé la permission et a couru vers le magasin. Il a dit qu'il n'en aurait pas pour longtemps et qu'il reviendrait vite. Grand-père avait pris le livre de notre héros dans ses mains et était sur le point de l'ouvrir. Il aimait les lire, alors il s'en souvenait très bien. Il a ouvert le livre, mais il n'a vu que des gribouillis. Il a immédiatement pris au sérieux les paroles de notre héros, car il venait juste de mentionner qu'il devait apprendre à utiliser la magie. Notre héros avait déjà pensé qu'il pourrait toucher les livres avec ses mains, car il était dans un magasin, mais la vendeuse lui a dit de ne pas le faire. Il a demandé s'il pouvait au moins les regarder, mais la femme s'est écriée parce que de tels livres n'étaient pas pour les gens ordinaires, et il ne pensait pas qu'ils étaient les mêmes que les livres pratiques vendus dans la Habashi. Elle a demandé à notre héros ce qu'il ferait s'il laissait ses empreintes de main sur le livre. Est-ce qu'il l'achèterait vraiment? Notre héros a commencé à être très nerveux. Il ne pensait pas que de tels livres étaient très chers. Il s'est demandé où son père avait trouvé de tels livres. À ce moment-là, un homme étrange avec un chapeau est entré dans le magasin. Il a demandé si tous les livres qu'il avait commandés étaient arrivés. La vendeuse lui a demandé si c'était le majordome en chef. Elle savait que c'était lui, alors elle a demandé comment il pouvait les obtenir. Et notre héros essayait de feuilleter aussi vite que possible ce qu'il avait dans les mains, mais ironiquement, il ne pouvait rien trouver non plus. Notre héros avait déjà quitté le magasin et ne pouvait pas comprendre s'il était possible de trouver un livre à lire du tout. Notre héros était dans la rue quand il a remarqué qu'un homme transportait des livres. Il s'est demandé où l'homme les emportait. Mais pendant que notre héros courait après cet aristocrate, il a remarqué qu'il les avait juste jetés à la poubelle. Il y avait beaucoup de livres, alors notre héros a compris d'où son père obtenait tous ces livres dans leur maison. Il était très contrarié, il regardait les gens derrière lui. Il savait que c'était pour savoir, mais en quoi était-il différent d'eux? Notre héros s'est souvenu de ce que son père avait dit, qu'il ne devrait pas sortir avec eux. Mais pourquoi avait-il dit cela? Notre héros suivait les femmes, mais un homme l'a pris par les épaules et lui a dit que ce n'était pas l'endroit où il pouvait aller seul. Il a dit qu'après cette porte, c'était le territoire des aristocrates. Il a demandé où étaient les parents de notre héros. Notre héros a hésité, mais il a dit qu'il n'était pas loin. Juste à ce moment, d'autres personnes sont arrivées et ont demandé si notre héros s'y était vraiment rendu, et tout le monde pensait qu'il n'était pas du coin. Ils ont même émis l'hypothèse que notre héros était un orphelin élevé par des bandits. Ils voulaient l'emmener avec eux, le conduire quelque part, mais notre héros avait déjà disparu. C'est alors que ses gardes se mirent à crier et à demander de trouver notre héros, ils pensaient que c'était très mauvais. Notre héros s'était caché dans un parterre de fleurs. Il vérifiait toujours si les gardes étaient partis. Il était très effrayé, il avait même remarqué que sa botte était tombée très loin. Mais alors qu'il se penchait pour la récupérer, il entendit une conversation au sujet de la magie. Notre héros fut très intéressé, car c'était très important pour lui. Il entendit quelqu'un parler au directeur. Il regarda les murs et réalisa que c'était très probablement l'école de magie. Il entendit que des élèves tentaient de nommer la chose la plus puissante en magie. La connaissance avait été nommée, et aussi les efforts, mais rien n'avait été validé. Notre héros se demanda aussi, qu'est-ce que cela pourrait être, si ce n'est pas la connaissance ou l'effort? Est-il vraiment nécessaire de devenir un aristocrate? Mais alors, le professeur dit que la chose la plus importante dans l'apprentissage de la magie est la clairvoyance. Tout le monde se demanda ce qu'était la clairvoyance. Mais le professeur dit que c'est un sentiment étrange quand on sait quelque chose sans savoir l'expliquer. C'est la clairvoyance. De nombreux scientifiques l'ont prouvé, mais les gens ne comprennent-ils pas que 1 + 1 = 2, même sans preuve complexe, parce que c'est une règle qui existe dans le monde depuis très longtemps. Ils ne font pas que la mémoriser, ils la sentent et acceptent pleinement le concept. La magie, tout comme cette chose, existe dans le monde depuis son commencement.
C'est pourquoi ils peuvent en faire l'expérience pleinement avec la clairvoyance. Ainsi, leur professeur dit exactement ce qui était bloqué dans l'esprit de notre héros depuis très longtemps. Il dit que la clairvoyance est plus précise que la connaissance et plus rapide que l'effort. Notre héros, en entendant cela, pensa que c'était incroyablement génial. Notre professeur avait aussi pensé que s'il améliorait leurs compétences, ils pourraient aussi devenir des magiciens. Notre héros, quand il entendit les mots « devenir un magicien », pensa « aura-t-il une telle chance ?» Mais à ce moment-là, le professeur parla à notre héros, car il voulait savoir ce que pensait l'enfant se tenant derrière le mur. Notre héros fut très effrayé et surpris. Il pensa « que doit-il faire ? Doit-il s'enfuir ou répondre ? Après tout, il est maintenant dans un état vraiment négligé, et personne ne sait ce qui peut arriver. » Mais notre héros pensa que s'il ne franchissait pas ce mur maintenant, il semble qu'il le regretterait sûrement toute sa vie. Il commença à escalader le mur et put voir une zone incroyablement belle, avec des enfants assis près de l'arbre et le professeur. Le vieil homme demanda si notre héros était venu pour être son compagnon. Le directeur de l'école de magie, Alas, apparut devant nous, Merch Alas, qui était un mage d'état de 4e rang. Notre héros aima cela, c'est sûr, alors il franchit complètement la clôture. Il commença timidement à s'approcher de tout le monde, car il ne savait pas à quoi s'attendre de leur part. Les enfants se mirent à crier que notre héros était un roturier et non un aristocrate. Ils crièrent qu'il ne devrait pas approcher et qu'il lui était interdit d'entrer sur leur territoire. Mais seul le vieil homme dit que notre héros devrait approcher. Il demanda même ce qui avait poussé notre héros à montrer un si grand intérêt. Notre héros hésitait un peu, mais il dit quand même qu'il aimerait voir un peu de magie. Le vieil homme fut surpris, comment se faisait-il qu'il n'ait jamais vu de magie de sa vie? Mais notre héros se tenait là, très timide. En fait, il n'en avait lu que dans des livres. Les enfants se mirent à crier qu'un roturier comme notre héros pouvait lire des livres. Notre héros s'inclina et dit que peu importait la magie, mais qu'il voulait qu'on lui montre quelque chose. Le vieil homme dit qu'il n'y avait rien de difficile, alors il allait montrer. Tous les élèves se mirent à regarder l'homme simple qu'était notre héros et le vieil homme qui avait déjà levé les mains. Notre héros pensait, comment le vent pouvait-il être de la magie? Mais à ce moment précis, tous les élèves s'élevèrent dans les airs. Tout le monde passait un très bon moment, seul notre héros avait peur de tomber. Il cria de peur et ferma les yeux. Mais quand il ouvrit les yeux, il vit qu'il était entouré par les élèves, déjà debout sur le sol. Il s'amusait à regarder notre héros. Le vieil homme demanda, avec un gentil sourire, comment notre héros avait aimé la magie. Notre héros comprit ce que signifie utiliser la magie. Le vieil homme décida même d'expliquer ce que c'était. Il voulait comparer la magie à quelque chose, mais notre héros se mit à crier et à exiger que le principal dise la vérité. Tous les élèves furent choqués que notre héros ait traité le directeur ainsi et lui ait même crié dessus, alors que même les enseignants ne peuvent pas lui parler comme cela. Mais le directeur regarda notre héros et décida de sourire. En souriant, il dit qu'il expliquerait tout d'une manière différente, afin que ce soit plus difficile à comprendre pour notre héros. Il dit que la magie est la même action de quitter le sens commun de toute chose. Donc, pour le dire à l'envers, c'est l'effet sur la conscience, explorant la vérité des phénomènes. Le vieil homme était sur le point de dire que tout était beaucoup plus facile, mais notre héros dit quelque chose que les autres n'auraient pas pu attendre. Il dit que, dans ce cas, la magie n'est pas un phénomène bien connu, mais peut-être que c'est pourquoi elle est proche de la vérité. Le vieil homme fut ravi, alors il demanda si c'était aussi écrit dans les livres. Notre héros répondit que ce n'était pas écrit dans les livres, mais qu'il ne pouvait que souligner les traits généraux. Bien qu'au début, de nombreuses idées de grands hommes aient été critiquées et semblaient folles, elles ont finalement été reconnues comme saines. Notre héros avait même pensé que peut-être la vérité était cachée quelque part, mais certainement pas dans leur sens commun. Le vieil homme fut satisfait de la réponse, même trop. Alors notre héros lui demanda ce dont il aurait besoin pour apprendre à utiliser la magie. Le vieil homme réalisa qu'il faisait face à un enfant très intelligent. Il réalisa même que notre héros voulait obtenir l'information exacte et l'explorer, même si cela serait très difficile. Notre héros pense-t-il vraiment qu'il peut le faire? Aussi triste que cela soit, le vieil homme sait que notre héros n'est même pas un aristocrate. Alors il dit qu'au lieu d'une explication détaillée, il montrerait un exemple pratique. Il demanda à l'un de ses élèves d'entrer dans la zone d'esprit. Notre héros était très curieux de savoir ce qu'était cette zone d'esprit. À ce moment même, la fille nommée Xuan dit qu'elle était entrée dans la zone. Le professeur lui demanda alors de voir combien de pièces il avait dans la main. Juste combien de pièces étaient dans sa main. Et notre héros ne pouvait tout simplement pas croire comment c'était possible. Alors le vieil homme décida d'expliquer que si le magicien se concentre,
alors son esprit devient si sensible qu'il peut sentir tout ce qui l'entoure. Les magiciens exceptionnels peuvent même deviner combien de feuilles il y a sur les arbres au loin. La zone d'esprit, c'est l'état d'esprit hautement sensible. Les sorciers qui y sont entrés observent le monde extérieur en dehors de la perception sensorielle, et par conséquent, ils peuvent contrôler les phénomènes. Notre héros comprit tout, parce que cette fille n'avait même pas compté le nombre de pièces, elle avait juste senti la situation se déroulant devant ses yeux. Notre héros voulait déjà penser qu'il pouvait le faire aussi. Le vieil homme dit que n'importe qui peut le faire. Il demanda à notre héros de s'entraîner dans un endroit calme, mais d'abord, il devrait se sentir lui-même. Mais le vieil homme pensait que n'importe qui peut le faire, mais pas n'importe qui. Le vieil homme dit que s'il réussissait, alors un monde différent s'ouvrirait devant lui. Notre héros dit immédiatement que c'était clair, si personne ne peut le faire, alors il ne pourra pas gagner. Le vieil homme aimait de plus en plus notre héros, alors il était très intéressé de savoir s'il pourrait le faire. Il comprit que si notre héros ne peut pas entrer dans la zone d'esprit, alors il sera définitivement incapable d'apprendre la magie. Notre héros se tint dans une pose calme et commença à sentir tout autour de lui. Mais il commença à se demander, qu'est-ce que, moi? N'est-ce pas un cerveau? Mais ce n'est définitivement pas cela, ce n'est qu'un organe du corps physique. Et les sentiments, en réalité, qu'il ressent, ne peuvent simplement pas aller au-delà du concept du cerveau. Notre héros comprit qu'il ne donnait pas une définition, mais il sentit qu'il retirait petit à petit ce qu'il ressentait sous le concept de lui-même. Il ne sentit pas ce qu'il avait appelé devenir sensible, mais ce qui restait n'était qu'un esprit sensible. Notre héros vit quelque chose, et puis il vit le vieil homme qui lui demanda ce qu'il ressentait. Notre héros dit qu'il avait entendu un son. Tous les garçons et les filles se mirent à rire, parce que tout le monde peut entendre un son s'il ferme simplement les yeux. Le vieil homme s'était déjà résigné au fait que rien ne fonctionnerait, car ce qui se passe dans la zone d'esprit possède une dimension différente de l'esthésie, du son vient l'odeur, de la lumière vient le goût, et le paysage touche la peau. C'étaient ces comparaisons qui pouvaient être données à l'esthésie. Le vieil homme s'approcha de notre héros et se mit à lui caresser la tête, lui disant que s'il s'entraînait dur à l'avenir, il pourrait entendre plus de sons. Le vieil homme avait quitté notre héros avec son groupe, car il devait retourner à l'école. Cependant, il avait toujours de la pitié pour notre héros, car il avait vraiment un talent pour la sorcellerie. S'il avait été un aristocrate et avait été formé dans cette école depuis son jeune âge, il aurait très probablement pu atteindre un niveau supérieur à tous les enfants qui étaient avec lui. Mais il comprenait qu'il y avait beaucoup d'enfants talentueux dans le monde sans lui. Il dit qu'il avait vraiment réussi. Notre héros entendit un son qui était incroyablement fort, mais ce qu'il écoutait s'appelait vraiment une zone d'esprit. Notre héros sentit à ce moment-là comme s'il était divisé en petits morceaux et dispersé au loin, partout dans le monde. Notre héros comprit qu'à ce moment-là, il était tout ce monde. Notre héros pleura à cette pensée, il trembla devant la grandeur de cette infinité. Mais bien que ce ne fût qu'un instant, il put quitter le continent et devenir infini. Alors qu'il courait dans la rue et pensait à tout cela, il heurta des personnes étranges et en colère. Ils n'aimèrent pas beaucoup que notre héros ait bousculé l'un d'eux. Ils le prirent par la peau du cou et voulurent le battre, car la réponse a un coup, mais à ce moment, derrière toutes les personnes, quelqu'un demanda ce qu'il faisait. Quand ils se retournèrent, ils virent une fille qui se nommait Madame Amy. Notre héros la regardait et se demandait si elle était une aristocrate. Mais ils commencèrent à se justifier en disant que notre héros avait voulu les tuer, alors ils voulaient s'occuper de lui. Notre héros cria qu'il venait juste de le bousculer, mais bien sûr, ils commencèrent à le frapper en retour. Notre héros était allongé sur le sol et toussait, tandis que les hommes disaient que notre héros devrait les rembourser. Ils dirent même à notre héros d'amener sa mère pour répondre de lui. Notre héros ne répondit pas, mais ils recommencèrent à le frapper avec leurs pieds et à rire. À ce moment, Issam demanda à tous d'arrêter et s'approcha de notre héros pour lui demander s'il allait bien. Notre héros était allongé là, disant qu'il n'avait rien fait. Mais la fille Amy dit qu'il était temps d'arrêter de déconner, parce qu'on pouvait secouer notre héros et puis le vendre au village du sud, et comme il était un roturier, il n'y aurait aucune conséquence. Notre héros eut très peur et appela son père. Mais après avoir regardé Amy, qui rêvait aussi d'un esclave, elle était juste hors d'elle-même de joie. Immédiatement, les hommes se jetèrent sur lui, disant que sa maîtresse voulait le voir nu. Ils commencèrent à s'en prendre à lui. Mais à ce moment-là, Amy commença à réfléchir à l'état de notre héros, car elle voulait juste le torturer jusqu'à un certain point et puis le laisser partir. Notre héros était-il devenu fou? À ce moment, notre héros était dans la zone d'esprit, mais il ne s'en rendait pas compte lui-même. Il vit cet arbre même devant lui, près duquel notre professeur lui avait montré la magie du vent. Il comprit que maintenant, il voyait la même compétence du vent dans ses propres souvenirs. Les bandits le secouaient,
Mais seule Amy remarqua que quelque chose n'allait pas. Elle demanda à tous de partir. Mais notre héros pouvait utiliser la magie du vent sans même le savoir. Il leva les yeux vers l'endroit où ses offenseurs volaient, mais en un instant, ils étaient déjà allongés sur le sol avec les jambes et les bras brisés. Amy commença à courir vers notre héros et lui demanda qui il était et comment il avait appris la magie en premier lieu. Beaucoup de gens commencèrent à accourir à l'endroit où il y avait une surge de mana, alors Amy quitta immédiatement les lieux. Notre héros se retourna et vit le résultat de sa magie. Il comprit que si les gens venaient ici, ils n'écouteraient certainement pas notre héros, ou exactement ce qu'il avait à dire. Notre héros courut aussi vite qu'il le put et appela son père, mais au fond de son cœur, il réalisa que ce monde est très froid. Ici, nous voyons les nobles de premier rang, la famille Cars, et la même Amy qui avait dit à son père qu'ils avaient été battus par un garçon, était arrivée. Mais il dit seulement qu'elle était blessée et que sa fille avait très probablement séché ses leçons. Mais elle dit que tout ce qu'elle devait apprendre, elle l'avait appris, donc elle ne s'amusait même pas. Son père lui demanda quand elle grandirait, parce que même si elle est un génie, elle sera très insouciante. Amy monta à l'étage, très menaçante, mais les paroles de son père, disant qu'un jour elle se ferait poignarder dans le dos, la rendirent très triste et pensive. Elle regarda son père à un moment et lui demanda s'il avait une connaissance à l'école de magie, car si c'était le cas, elle lui demanda de la lui présenter. Mais l'hiver était déjà arrivé, donc nous revîmes la maison de notre héros. Son père l'appela et demanda où il était, mais sa mère dit que leur fils était parti dans les bois pour abattre des arbres. Il se demanda ce qu'il faisait là-bas, car il n'avait même pas arrêté de neiger. Il alla même dans les bois pour le chercher. Son père, en marchant dans les bois enneigés, pensa à ce printemps où il avait emmené son fils Shai dans les bois pour la première fois. Il l'avait presque perdu, car il dit qu'il était choqué, mais il était clair que quelque chose n'allait pas. Notre héros se tenait devant l'arbre, sa hache à la main. On aurait pu penser qu'il abattait un arbre, mais il pensait à cette même magie qu'il avait activée ce jour fatidique. Notre héros ne pouvait simplement plus l'utiliser par la suite, car c'est la magie dans laquelle il excelle en étant inconscient. Il ne peut pas utiliser sa clairvoyance pour savoir ce qui s'est passé dans le passé, tout simplement parce qu'il n'a aucune connaissance de la magie. Mais il peut encore entrer dans la zone d'esprit. Étant dans cet état, notre héros pouvait sentir absolument tout ce qui était autour de lui, les formes du toucher, les odeurs. Il pouvait tout savoir à la fois sur chaque arbre. Il regarda une lueur étrange, mais ne pouvait pas encore comprendre ce que c'était. Il prit simplement sa hache et frappa cette lueur étrange. Il l'avait juste senti, mais quand il frappa cet endroit, il réalisa qu'il pouvait abattre l'arbre d'un seul coup. Notre héros réalisa que c'était ça, la magie. Mais son père, qui se tenait derrière un autre arbre, ne pouvait pas comprendre ce qui était arrivé et ce qu'il voyait. En fait, ce qu'il venait de voir n'était rien d'autre qu'un coup de tonnerre. Notre héros pensa qu'il l'avait abattu dans un coup sur sang avec la hache, tout comme avec la magie ce jour-là. Notre héros comprit que ce n'était pas de la chance qui était nécessaire là, mais la connaissance exacte du Sud, de sorte que demain et encore demain, il répéterait tout sans s'arrêter. Tout serait pour la chance, qui devrait un jour lui arriver. 3 ans plus tard, à l'automne, notre héros avait grandi. Notre héros comprit qu'on ne peut pas et ne doit pas voir avec ses yeux, on doit sentir avec eux. Notre héros pouvait abattre des arbres du premier coup. Notre héros ne rentrait presque plus à la maison après la méditation, même si environ 5 heures s'étaient déjà écoulées. Toutes les sensations disaient à notre héros qu'il était devenu la nature. Il pouvait sentir les vibrations de la croissance, le mouvement des vers, les sons des racines des arbres absorbant l'humidité. Il pouvait écouter tout cela très profondément. Cependant, il avait manqué 5 heures. Notre héros se souvint des paroles du vieil homme, que s'il pouvait le faire, il pourrait sûrement voir un autre monde. Notre héros décida de rentrer à la maison sur cette belle note. Devant sa maison, il trouva une carte et des chevaux blancs. Il se demanda si des invités étaient arrivés. Quand il rentra chez lui, il vit ses parents qui voulaient lui présenter le majordome et chef de la famille OENT. Il se présenta comme TEAN. Notre héros ne pouvait pas comprendre ce que voulait un aristocrate de 2e niveau. La vida es un carrusel, 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 carrusel. La vida es un... Immédiatement, TEAN a commencé à inspecter notre héros et à poser différentes questions, comme s'il savait lire, quel âge il avait. Mais après l'avoir examiné, TEAN a conclu que notre héros était un très bon exemple, car il pouvait lire, bien que cela ne soit pas nécessaire pour le fils du bûcheron, et il était très respectueux. Alors il a demandé si notre héros aimerait travailler dans sa famille. Notre héros voulait objecter,
Mais Tean a immédiatement dit qu'ils avaient besoin d'un homme à la bibliothèque, l'une des tâches étant d'empêcher le retrait de livres. Ce travail durera 2 ans, et le travail difficile sera effectué par les porteurs, et notre héros et le majordome les trieront. Notre héros est très accroché par le fait qu'il travaillera à la bibliothèque, car il croit que dans la bibliothèque, la famille accumulera beaucoup de connaissances de haut niveau nécessaires à un magicien. Mais le fait est que ce travail ne sera connu que de la famille de notre héros et de lui-même, et que les livres ne doivent être sortis sous aucun prétexte. Et personne ne doit savoir qu'ils ont été sortis. Si cela arrivait, alors lui et sa famille mourraient. Notre héros a compris que, très probablement, ses parents avaient de telles expressions parce que ce travail mettait leur vie en jeu, même si la paye serait bonne. Tean a même osé dire qu'une telle somme serait très difficile à gagner, même si quelqu'un essayait de chasser jusqu'à se briser les os. Alors il a conseillé au père de notre héros d'envoyer son fils dans un meilleur endroit. Mais le père de notre héros a dit qu'il n'écoutait Tean que parce qu'il voulait que tous les rêves de notre héros se réalisent. Mais Tean s'est moqué de cela, le père de notre héros ne pense-t-il pas que notre héros réussira dans quelque chose? Très probablement, il le donne pour gagner de l'argent et rien d'autre. Son père a protesté. Il était clair pour Tean que notre héros pouvait lire, mais néanmoins, le majordome a précisé qu'il ne croyait pas en la capacité de notre héros à tout comprendre parfaitement. Mais s'il voulait réaliser les rêves de son fils, pourquoi lui a-t-il menti tout le temps? Nous voyons les souvenirs du père de notre héros qui se souvient du moment où sa femme a enseigné quelques mots à notre héros, juste pour le plaisir. Il s'est souvenu que notre héros avait appris à lire à l'âge de 6 ans et qu'il avait l'apparence d'un aristocrate. Mais la chose la plus distinctive dans sa vie était sa tête intelligente. Le sang d'un aristocrate coulait-il en notre héros? Pendant tout ce temps, le père de notre héros a rêvé que s'il grandissait dans une famille aristocratique, il aurait réussi dans la vie. Mais la pensée que leur famille n'est que pauvre et que le père est un simple bûcheron signifie que le fils devra travailler avec lui dans les montagnes. Cependant, dès que notre héros a commencé à faire tout ce que son père faisait, il a eu peur, car finalement, il a pu l'élever comme l'enfant d'un bûcheron. Nous voyons qu'à un moment donné, le père de notre héros est tombé aux pieds du majordome et lui a demandé d'embaucher son fils parce qu'il pouvait lire et était très intelligent. Vincent a immédiatement dit qu'il n'avait demandé aucune pièce et a demandé de sortir de sa maison parce qu'il ne savait même pas ce qui allait se passer. Tean a ajusté son chapeau et a dit que puisque personne ne connaissait sa place, il n'y avait rien à faire. Mais à un moment donné, notre héros a élevé la voix et a dit qu'il le ferait. Tean a été choqué par cette réponse. Même si le père de Shyon était contre, Tean a demandé à notre héros s'il pensait ce qu'il disait. Il ne mentait pas, il a même répété que si même une seule rumeur commençait à circuler, alors la tête serait soulevée de ses épaules et de celle de ses proches. Mais notre héros a dit que tout allait bien parce qu'il voulait le faire lui-même et qu'il savait que rien ne sortirait jamais, et si cela arrivait, il ne blâmerait personne d'autre. Tean a beaucoup souri parce qu'il ne s'attendait sûrement pas à une telle chose de la part de notre héros, le roturier. Alors il a dit qu'il viendrait le chercher dans exactement une semaine et que même s'il changeait d'avis, il y aurait une chance de refuser. Mais après son arrivée au domaine, notre héros saurait qu'il ne pourrait pas quitter le domaine tant qu'il n'aurait pas terminé son travail. Vincent a crié et a demandé à notre héros pourquoi il avait accepté ce travail. Il pensait que les aristocrates voulaient seulement quelqu'un qui mourrait pour les autres. Il a commencé à s'excuser parce que tout était arrivé à cause de lui, alors il prendrait la responsabilité et refuserait. Mais notre héros a commencé à pleurer et à sourire parce que son père lui avait donné un cadeau si grand et si précieux. Il est allé embrasser son père qui était aussi en larmes, mais pas de joie, mais d'horreur. Mais son père a vite dit qu'il prendrait soin de leur mère parce que c'était sa tâche en tant que chef de famille. Il a demandé à son fils de revenir le plus tôt possible, car ils avaient encore besoin de lui. Vincent se demandait à ce moment-là s'il avait enfin fait quelque chose de valable en tant que père. Tout le monde était très heureux. Une semaine plus tard, une calèche est venue chercher notre héros, et en même temps, son père signait un contrat, apparemment pour placer notre héros en famille d'accueil. Dès qu'il a signé, ils l'ont arraché de ses mains et ont conduit notre héros à la calèche. Ils étaient très pressés. La calèche s'est fermée et le cocher a décidé de discuter. Notre héros, avec son incroyable sens de l'environnement, pouvait voir ses parents très tristes et pleurer. Il a tendu la main vers eux, mais il a compris qu'il ne devait pas hésiter maintenant, car c'était sa seule chance dans sa vie et une arme à double tranchant. Il ne comprenait pas s'il pourrait tenir 2 ans parmi les personnes qui avaient un grand pouvoir. Quand on arrive au royaume de Tormi, on voit que la famille Oent est la famille principale de Créus, le royaume de Toria. C'est une famille de guerriers qui a produit des épéistes d'État depuis l'Antiquité. L'ancien chef de famille est un général et un épéiste d'État de 3e rang,
et le chef de famille actuel, Monsieur Oent Bishop, est un chevalier d'État de 4e rang. En un mot, ils peuvent être décrits comme des personnes très influentes détenant entre leurs mains le pouvoir sur toute la ville. En passant devant les royaumes, le cocher a même demandé à notre héros de prêter attention au repère, le domaine OENT, la grande route droite. Dès que notre héros est sorti de la calèche, on lui a demandé s'il avait peur, car beaucoup de gens disent que la famille ressemble plus à des monstres. Alors que l'on demandait à notre héros de marcher simplement le long du chemin, il lui semblait de plus en plus que maintenant, il croyait peu à peu à la réalité de ce qui se passait, car tout ce qui se trouvait devant eux était une famille d'aristocrates du 2e rang. C'était la famille OENT. Il y avait à la fois le travail et les pièces pour la vie ordinaire des majordomes, ainsi que l'endroit où notre héros vivrait. Lorsque notre héros a rencontré le majordome que nous connaissons déjà, il a voulu montrer à notre héros ce qu'il en était. Dès que notre héros a été conduit à la bibliothèque, notre héros n'a tout simplement pas pu détacher ses yeux de la bibliothèque. Le majordome lui a expliqué que tous les livres qui s'y trouvaient seraient déplacés vers la bibliothèque sacrée et que notre héros devrait s'occuper du tri de la littérature. Chaque semaine, notre héros recevrait une liste, et son travail consisterait à trouver ces livres et à les rassembler en un seul endroit. Notre héros travaillerait de 9h du matin à 6h du soir, mais il ne pourrait pas quitter le domaine même. Après 7 heures, il ne peut donc pas quitter le domaine sans un ordre spécial. TEAN a donné un formulaire à notre héros et a dit que l'éditeur lui parlerait des règles des majordomes. Mais notre héros avait-il des questions? Notre héros, après avoir écouté tout ce que TEAN lui avait dit, a compris que tout ce qu'il avait obtenu valait la peine de parier sa vie. Alors la seule question que notre héros avait était, quand peut-il commencer à travailler? Mais nous pensons tous que la réponse était évidente, il travaillerait le lendemain. Notre héros avait déjà enfilé un costume de majordome et il savait que les livres devaient être triés par auteur. Les critères de tri devront également être les mêmes. Par exemple, si nous trions des livres par l'histoire de l'art du maniement de l'épée, chaque personne aura sa propre façon de penser. Alors chaque personne définit à sa manière s'il faut trier ce livre dans la catégorie escrime professionnelle ou dans le tri ordinaire. Également, en déterminant le système de tri, notre héros a appris que toutes les connaissances sont liées les unes aux autres et que la partie importante de la liaison est l'histoire. C'est sur sa ligne que la connaissance est accumulée. C'est donc l'histoire qui est l'éternité de la connaissance. Si après l'étude parfaite de l'histoire, nous pouvons l'ajouter à d'autres domaines, alors le taux d'apprentissage augmentera certainement. Sur 10 000 livres, environ 850 d'entre eux portent sur l'histoire. Notre héros devrait tous les lire en 2 ans juste pour réaliser son rêve et devenir un magicien. À un moment donné, notre héros a repris ses esprits et a remarqué qu'il semblait que le chef majordome adjoint allait arriver. Il a même pensé qu'il ne pouvait pas lui permettre de voir ce que notre héros lisait, car cela n'avait pas été dit officiellement. À son tour, TEAN a dit que notre héros est d'une bonne nature et que notre héros travaillait tard encore. Notre héros était sérieux, alors il s'est levé immédiatement et a dit que c'était vrai. Mais TEAN n'a pas fait l'éloge de notre héros. Il lui a dit qu'il ne devait pas permettre que son état empire, car toute la responsabilité repose sur lui. Mais à un moment donné, notre héros a remarqué que TEAN s'approchait de lui, alors il se demanda s'il éclipsait celui que notre héros lisait. Cependant, la seule chose que le majordome a faite a été de secouer la poussière des vêtements de notre héros et a dit que cette bibliothèque incluait également la famille, alors notre héros devrait surveiller son état. On lui a également dit que cela pourrait abaisser la noblesse de la famille OENT. On lui a également demandé de faire quelque chose à propos de ses cheveux longs. Notre héros a tremblé tout le temps, mais il n'a rien laissé transparaître. Notre héros a compris ce qu'il voulait qu'il fasse. Alors il a conclu qu'il devrait quand même prendre grand soin de lui-même pendant 2 ans. Il devrait également être plus prudent car il devrait y avoir beaucoup moins de plaintes à son sujet. Notre héros a même pensé qu'il devrait les attacher comme le fait son père. Mais il y avait toujours un plus gros problème. Notre héros ne comprenait rien au livre où il était écrit sur 3 empires et 7 royaumes. Il avait lu que même juste un seul royaume de Toria n'était pas facile. Alors, comment est-il censé comprendre autant? Devait-il tout mémoriser? Mais il a compris qu'il ne devait pas faire cela. La seule chose qu'il devait faire était de comprendre chaque ligne, car alors seulement il pourrait utiliser cette connaissance à tout moment. Notre héros s'est endormi en lisant les livres à ce rythme, mais lorsque TEAN s'est approché de lui, il a vu un certain désordre. Il a également remarqué le livre que notre héros n'arrivait pas à comprendre depuis un demi-mois. Il a souri un peu et a demandé au héros endormi s'il pensait qu'il pourrait réussir avec ses études. Mais si notre héros avait vraiment maîtrisé ses livres, il lui aurait interdit d'y entrer en dehors de ses heures de travail. Mais maintenant, il est calme. Après tout,
Notre héros lui semble être un imbécile ordinaire avec d'énormes rêves. Mais pour notre héros, le travail dans la grande bibliothèque d'OENT a continué, puis 3 mois se sont écoulés imperceptiblement. Notre héros a continué à travailler et son tri a commencé à lui apporter un grand plaisir et c'est juste devenu plus facile. Il a beaucoup appris sur le travail de majordome et a également continué à distribuer des livres sur dossier. Il a même commencé à parler aux autres majordomes, même à ceux qui ne rendaient pas les livres. Il a compris que même si seuls les majordomes ou les serviteurs étaient secoués et saignés pour les livres qui n'étaient pas rendus, le plus choquant était que les aristocrates ne se souciaient pas beaucoup de tout ce qui se trouvait dans la bibliothèque. Mais tout ce qui se trouvait dans la bibliothèque n'était pas si important. Mais notre héros a compris que même ainsi, tout n'est pas en ordre complet car l'absence d'excitation chez les aristocrates n'est possible qu'avec le soutien et la sincérité des roturiers. Ces roturiers même qui mettent leur vie en jeu pour ce dont les aristocrates ne se souviennent même pas. Alors notre héros doit nécessairement devenir incroyablement froid pour ne pas commettre même une fraction d'erreur. Il a compris qu'une vie comme s'il était absent serait beaucoup meilleure pour lui. Mais à ce moment précis, un garçon aux cheveux noirs a fait irruption dans la bibliothèque en criant qu'il ne mourrait pas s'il se reposait aujourd'hui. Notre héros a su par les cheveux bleus que c'était le fils cadet du chef du clan OENT.